sur Facebook, ça enregistre en HD. D'accord. Donc là, l'ordinateur s'en sort pas mieux. Voilà, c'est le premier élément. Alors, comme je sais, ils ne sont pas le même. Je pense que je vais bientôt commencer. On va juste appuyer sur un bouton pour lancer la CDC. C'est bon. Il reste encore quelques places devant pour ceux qui sont debout. On est là, on est là. Ah là, il y a son ami qui vient, c'est bien. Tiens, Matt veut dire quelque chose. On ne commence pas tout de suite, 13 minutes de retard.
place assise. Les gens qui sont debout là-bas, vous pouvez prendre place ici. Ou là, non? Non, 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 restez debout. Vous. Bon. Oui. Matt. Let's go. Good. Good. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pour le chef, c'est pour... Bonsoir New-York. Est-ce que vous aimez les voyages? Est-ce que vous aimez le rock and roll? J'entends rien, est-ce que vous aimez le rock and roll? Ouais. Je m'appelle Geoffrey, mes amis m'appellent Jojo et ce soir je vous parle de voyage et de rock and roll. Alors qu'est-ce que c'est le voyage de rock and roll? C'est du voyage comme ça là. Du voyage comme ça, du voyage spontané, en avant, connecté avec les gens. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. Pfiou. J'espère que je ne brusquerai personne. Je veux juste m'assurer que mon cher public est bien réveillé. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter ce soir. Et, tadam, je vous ai fait un petit programme. Voilà, on va faire ça bien. Donc, on va commencer par une présentation, savoir à qui vous avez affaire ce soir. Ensuite, le parcours, tout simplement. Donc 16 mois de voyage en stop et couchsurfing en couple à travers le Canada, la côte ouest des États-Unis, le Mexique et l'Amérique centrale. Après, à côté de ça, je vais parler un peu de ce que ça enseigne de voyager. On fera une petite conclusion et un débat. Donc question-débat. Donc je vous invite à peut-être noter vos petites questions parce qu'il va y avoir plein de choses qu'on va aborder. Voilà. Donc, première chose, déjà, il faut savoir que c'est pas seulement moi. Il y a Anne-Laure qui est cachée quelque part. Je pense que vous avez peut-être vu à l'entrée. On fait du bruit pour Anne-Laure. Voilà. C'est moi avec le microphone parce que voilà, j'aime bien. Je me lasse pas de raconter toutes ces choses-là. Voilà, donc Anne-Laure, jeune poitevine, fille passionnée, très sensible, qui aime la nature, les animaux. Elle fait un Master 2 en commerce international. Dans le cadre de ses voyages, dans le cadre de ses études, elle a été voyager en Australie et aux États-Unis. Après, donc, elle a travaillé. Elle a fait un petit voyage en camion plus ou moins aménagé autour de l'Espagne. Et elle s'est retrouvée donc à New York. Alors ensuite, moi c'est Geoffrey. Voilà. Donc du coup, moi pour résumer, à la base, l'aspect voyage, j'ai eu ça au début quand j'avais 14 ans. Je suis allé en Allemagne. C'est là que j'ai rencontré des jeunes très cool. Et je me suis dit, waouh, des gens très cool à l'extérieur de chez moi. Alors après, j'étais un petit peu flemmard, la langue allemande, j'ai mis un peu de côté. Mais j'ai trouvé un autre outil assez incroyable pour communiquer, c'est l'anglais. Donc à l'époque, je me suis mis à fond sur l'anglais. Pas trop à l'école parce que le système d'éducation me plaisait pas trop, pour parler poliment. Donc j'apprenais à la maison en écoutant de la musique, en utilisant Internet pour chatter avec des gens dans le monde entier. Voilà. À côté de ça, j'ai fait après des études à La Rochelle. Je suis allé ensuite poursuivre des études en Angleterre pour perfectionner mon anglais. Donc 3 ans d'immersion en Angleterre. J'ai eu mon diplôme. Donc voilà, on ne voit pas souvent habillé comme ça. Donc pour l'occasion, voilà. Ça c'était donc mon cher ami Quentin était là-bas. Et oui, il est là.
un ami qui était en Angleterre avec moi ce soir. Eh oui. Donc du coup, diplôme en poche, je suis rentré en France à Benay, parce que je suis benétain. En Vendée, donc. Voilà, voilà. Je me suis dit, bien, la chose classique quand on vient avec un diplôme, c'est de chercher du boulot. Je me suis dit, travailler en France, après avoir vécu un peu à l'étranger, j'aimais bien l'aspect, voir mon pays avec du recul, voir le côté positif et moins bon, et aussi l'aspect surtout, m'intégrer dans une culture, découvrir une culture, et aussi apporter ma propre culture, notre bon savoir-vivre français, take the apéro, voilà. Donc la France, non. L'Angleterre, j'y avais déjà passé 3 ans, je suis très bien intégré, du rugby, la culture du pub, hein. J'avais bien la culture anglaise dans le sang, donc non. Et c'est là que j'ai eu un peu l'idée de prendre mon sac à dos et partir. Je suis donc parti sur un tour d'Europe, sur autour de 8 mois, très spontané, léger budget. Et donc je ne vais pas parler de ce voyage parce que j'ai pas le temps, c'est pas le sujet ce soir. Mais dans ce voyage, j'ai découvert 2 choses formidables. Une première chose, le couch surfing. Alors couch en anglais, ça signifie canapé. Vous voyez, il y a la banderole là-bas, c'est marqué là aussi. C'est, pour résumer, un réseau social international d'hospitalité. C'est-à-dire, quand on est à la maison, on va accueillir des voyageurs chez soi, et quand on voyage, on va être accueilli par des gens. C'est quelque chose d'assez incroyable, en fait, dans l'idée où à chaque fois qu'on va rencontrer les gens, ce premier regard qu'on va avoir avec ces gens, c'est là qu'on a vraiment le déclic et on sait que ça va bien se passer. Et en général, à chaque fois, ça se passe très bien. Donc, ensuite, j'ai découvert une autre chose. Pour moi, le meilleur moyen de voyager pas cher, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Je vais vous montrer, c'est caché, c'est une technique qui est cachée dans ma poche. Attention, je montre. Ah, c'est, oui, mon pouce, l'autostop. Donc il y a l'autostop classique qu'on appelle l'autostop passif, où on attend au bord de la route, et il y a l'autostop... ben là, non, je parle de couchsurfing. Hop. Ah merde, il n'est pas là. Là, l'autostop actif. Le fait d'aller vers les gens. Donc c'est très simple, au lieu d'attendre, on va sur les stations-service, où les gens, ils vont tracer la route, et on arrive, bonjour, un sourire, un regard, et directement on leur demande s'ils vont dans telle direction. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a une connexion directe qui va se faire. Donc après, il y a un site internet qui s'appelle Hitchwiki qui va référencer tous les endroits où on peut faire du stop comme ça, et donc ça facilite énormément le voyage. Pour ce qui est de la France, j'ai une petite botte secrète que j'ai apportée ici, c'est la carte de France des aires sur autoroute. C'est trop facile de voyager en France gratuitement grâce à ça. Je me fais emmener quand je suis à Niort au Rurali. Et donc, si je veux aller au sud, je me mets d'un côté, si je veux aller au nord, je vais de l'autre côté. Et donc, je demande aux gens, est-ce que vous allez dans cette direction ? Ils vont forcément dans cette direction. Et je leur demande gentiment, pouvez-vous me déposer dans la prochaine station-service ? Et là, attention, j'ouvre ma carte et je leur montre, regardez, vous allez sortir là, vous voyez cette petit point bleu, c'est là où vous allez me déposer. Hop là. Et donc j'arrive, je prends un café tranquillement, je regarde les gens, bonjour, et je continue mon chemin. Ça permet de voyager gratuitement, très facilement. Alors, voilà pour résumer. J'arrive à Benay, je retrouve ma guitare, mon chapeau d'aventure. C'était une drôle d'histoire ce retour. Mais donc, toujours la même question. Qu'est-ce que je fais ? Parce que du coup, après ce voyage en Europe, je suis devenu un petit peu accro au voyage. Je me suis un petit peu transformé en machine à sociabiliser, rencontrer les gens, un rythme de vie assez fou, et qui est assez... je m'en lasse pas. Donc je savais que je voulais repartir, mais partir plus loin, donc il fallait un petit peu d'argent pour partir. Et à l'époque, je voulais descendre moi plutôt sur Barcelone, qui était une de mes destinations favorites dans ce tour d'Europe. Mais bon, j'ai passé un petit peu de temps à Niort, et c'est là où je suis allé donc à un meeting couchsurfing. On organise des événements où c'est des événements publics où tout le monde peut venir, et on fait des rencontres parce que ça casse directement la glace, parce que ça va être des gens avec qui on a déjà en commun cet aspect partage, échange culturel, hospitalité. Et donc c'est là que je rencontre Anne-Laure, qui elle organisait en fait un meeting. Donc il est très fort, on n'entendait qu'elle.
Donc du coup, sachant que c'était elle qui organisait, je me suis dit, je vais m'intéresser un peu à elle. Je me suis arrangé, d'ailleurs Benjamin était là, et il allait s'asseoir à côté d'elle, j'ai fait, hop là, c'est moi qui m'assois à côté d'elle, voilà, discrètement. Hein. Et donc là, pour commencer assez simple, je pose une question, qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Voilà, parce qu'à l'époque, ceux qui la connaissent aujourd'hui, elle a un look très cool. À l'époque, c'était plus, comment dire, une dame qui travaille dans les bureaux, assurance, voilà, maquillage, tailleur, classique, les bottines. Donc, ça me permettait d'un peu savoir. Et là, elle me dit, le reggae. Ah, elle marque un bon point. Parce que ça, le reggae, c'est bien aussi. Et ensuite, elle m'explique, dans cette entreprise où je travaille, il me propose un CDI, mais moi, je souhaite voyager. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, j'ai prévu de faire un tour du monde, si tu veux, viens avec moi. Elle me dit oui. Voilà. En plaisantant au début, mais au bout d'un mois, à un concert de reggae, au Confort Moderne à Poitiers, la magie est passée, et donc voilà. À partir de là, un plan très simple, c'était de voyager directement. Donc le plan c'était très simple, boulot, vie modeste, loyer pas cher, peu de dépenses inutiles, pour penser à une chose, le voyage. Mais boulot, mais aussi on passait du bon temps, on a appris à se connaître. Moi je lui ai apporté pas mal d'aspects, culture vendéenne, le rock'n'roll, le palais, tout ça, l'aspect spontané. Elle m'a apporté un peu des bonnes manières, parce que moi je suis un peu un sale gosse. Donc voilà, elle m'a mis un peu dans le droit chemin. Et elle m'a beaucoup apporté des choses sur l'aspect écologique. Moi j'aimais déjà beaucoup la nature, la pollution c'est pas beau, mais il me manquait quelques trucs. J'ai vu plusieurs choses et elle m'a parlé de ce beau monsieur, Pierre Rabhi. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Levez la main ceux qui connaissent Pierre Rabhi. Ouais. Alors, Pierre Rabhi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un paysan. Un paysan qui est fier d'être paysan. Et donc, plusieurs choses. Il a écrit un bouquin sur la sobriété heureuse, dont l'idée est de changer un peu ses modes de consommation pour un meilleur équilibre un peu sur la terre, voilà. Et aussi un mouvement qui s'appelle les Colibris, un mouvement inspiré d'une petite histoire indigène, dont l'histoire c'est il y a un gros feu de forêt, pardon. Là tous les animaux sortent de la forêt, sauf ce petit colibri qui va faire des allers-retours à la rivière pour déposer sa petite goutte d'eau sur le feu. Ah, il fait des allers-retours, et là les animaux lui disent, mais écoute petit colibri, tu ne crois pas que tu vas éteindre le feu comme ça? Et le colibri lui dit, oui je sais, mais je fais ma part. Donc l'idée c'est, nous à notre petite échelle, petite personne que nous sommes, nous pouvons faire notre part avec des petits changements de nos modes de consommation. Donc voilà, c'est un monsieur dont la parole est très sage et très belle et on aime beaucoup l'entendre. Ces mots nous suivent partout dans nos voyages. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un film qui s'appelle Au nom de la terre, qui résume très très bien et donc vous pourrez le voir sa femme très douce, etc. Voilà. Ensuite, elle arrive un jour, elle me dit, Geoffrey, est-ce que ça te dit de marcher 100 km pour une œuvre de charité? Et donc moi, quand on me propose un défi comme ça, je réfléchis pas trop, je dis oui. Donc nous voilà partis pour le Oxfam Trail Walker, donc chaque équipe doit relever 1500 € de dons pour Oxfam, qui est une ONG internationale qui fait beaucoup de choses. Donc voilà, au bout de 50 km, on avait un rythme assez soutenu, Anne-Laure a dû nous quitter. Après, nos deux autres équipiers m'ont quitté, je me suis retrouvé tout seul. Voilà, j'ai retrouvé une autre équipe et j'ai fini les 100 km en à peu près 24 heures. Voilà, donc un beau défi, j'en avais plein les pattes. Merci. Ça c'est une chose. Alors j'aime bien voir le truc. Voilà. Ensuite on est allé à la vallée des singes. Voilà, j'aime beaucoup les singes. Voilà, donc là pour ceux qui ne savent pas, c'est pas très loin d'ici, on est là à Niort. La vallée des singes c'est juste ici, à peu près 1 heure de route. Et donc là, moi j'ai eu un petit peu un déclic, en particulier avec ce gros gorille, qui avait un regard très profond, un regard très humain, une expression du visage aussi assez folle. Et dans ce regard, il y avait plusieurs choses. D'une première part, il y avait l'aspect, respect et amour. Donc une certaine compréhension. Derrière, il y avait l'aspect plutôt force. J'étais toi, petit gringalet, tu viens sur mon île, je t'écrase.
On le sent très bien, ça c'est très fort. Et à côté de ça, il y avait un côté très fragile, un appel à l'aide. Il disait, le gros gorille, tu vois, je suis sur ma petite île là, mais normalement, moi je suis plutôt dans des grandes forêts. Et à côté de ça, il y a les soigneurs qui expliquent ces gens-là, enfin ces gens-là, ces gorilles-là, s'ils sont dans ces lieux-là, c'est parce qu'ils sont en voie de disparition et la première cause de leur disparition, c'est nous. Donc nos modes de consommation, donc principalement les bois exotiques, le cobalt, l'huile de palme, etc. Donc ça, moi, ça m'a tout de suite interpellé et je me suis dit, eh bien, si un jour je dois faire quelque chose pour une œuvre de charité, ce sera plutôt les singes. Alors, peu de temps après, j'ai un ami qui a lancé un défi à tous ses amis sur Internet, où l'idée était de proposer à tout le monde de courir tous les jours du mois d'août, et en fonction du nombre de personnes qui allaient courir, il allait verser des dons pour une association qui protège les orang-outans, que j'aime beaucoup aussi. Et donc je me suis dit, en plus de ces boulots à fond, donc je bossais à IMA et en plus dans le Marais Poitevin, donc j'avais pas beaucoup de temps libre, mais je me suis accordé quand même entre 1 heure et 2 heures de course à pied tous les jours, donc entre 10 et 21 km, pour courir les singes, en écoutant le rock and roll. Voilà, et donc sur les derniers jours, je suis allé contacter l'ANR pour leur dire, voilà, les projets, les singes, courir, tout ça. Et donc le dernier jour, je me suis lancé dans mon premier marathon, donc j'ai fait 21 km direction Coulon et 21 km retour, et je suis revenu, j'étais en première page de l'ANR, et j'étais content, mais j'étais pas particulièrement content du fait qu'on voit ma photo en bord de Sèvres qui court, mais surtout parce qu'ils avaient bien partagé mon discours. Nos choix de consommation peuvent provoquer la déforestation, bois exotiques, huile de palme, bovin, cobalt. Là, j'étais content, on passe le message de protection de nos plus proches cousins, les singes. Et voilà, on commence le parcours, je fais une petite pause, et un coup de gong. On commence le Canada. Montréal. Donc l'idée, moi je voulais surtout faire les pays anglophones après mon tour d'Europe parce que dans les pays dont c'est pas langue natale l'anglais, c'est pas pareil, on arrive toujours à trouver des gens qui parlent anglais avec le couchsurfing, mais c'est pas la même connexion. Donc je voulais faire surtout les pays anglophones, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Et alors elle était plus branchée culture latino. Et donc, bon, d'accord, on s'est dit, on va aller par là et on va trouver notre chemin vers le sud, mais sans avoir aucun plan du tout. À la base, on pensait juste faire plutôt aller la côte est, vers Nouvelle-Orléans et après vers Montréal, vers Vancouver, j'avais des amis, mais ça coûtait cher. Et donc, on n'avait pas beaucoup de sous. Et là, voilà. Ah, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au Canada? On manifeste contre Monsanto, en bon français. Voilà. En bon français, on arrive et manifeste contre Monsanto. Ouais, pas content. Voilà. Hop là. Voilà, donc je lui propose, j'entends parler du fait que la traversée du Canada, c'est quelque chose de légendaire. Et donc il y a plusieurs manières de le faire, mais j'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui l'ont fait en autostop. Et là, cling, ouh, ça sent bon ça. L'idée en tête, je propose ça à Nord qui me regarde avec des grands yeux et me dit, oula, Geoffrey, vas-y, moi je change en avion. Voilà, j'arrive à la convaincre et je lui dis, ne t'inquiète pas, ça va le faire. Donc on expérimente l'autostop au Québec, ça fonctionne très bien. Des gens très très généreux. L'autostop, il faut savoir qu'on se rend vraiment très vulnérable, mais on est vraiment en fait bercé par la bonté et la générosité des gens. Et donc en général ça fonctionne très très bien et les gens ils voient un couple au bord de la route et il se passe souvent des choses assez folles et il y a une sorte de petit phénomène incroyable qu'on appelle un peu la fée de l'autostoppeur qui dans les situations où ça va pas, et bien hop, un coup de baguette magique et des personnes incroyables s'arrêtent sur notre chemin. Hop là. Ah oui, pour vous donner une petite idée, ça c'est la France, ça c'est le Canada. Donc c'est plus de 6000 km quand même. Donc quand on se lance dans l'idée de traverser le Canada en stop, c'est long, très long. On avait 3 mois de visa touriste pour traverser. On a passé à peu près 1 mois au Québec. On a mis autour de 2 mois. On a pas mal pris notre temps. Voilà, donc du coup, on commence l'autostop pour aller à Montréal. Des trajets incroyables. Donc on a cette dame incroyable qui nous a emmenés sur plus de 400 km pour le plaisir de nous emmener. Oui, elle nous a fait un premier trajet où elle devait faire 10 km, mais elle nous a emmené en fait plus de 90 km plus loin.
Et elle a fait les retours et elle nous a dit, après, on lui a dit demain, on va revenir, on va faire 400 km de l'autre côté. Elle nous a dit, je vous emmène. Au début, on n'y a pas trop cru, mais le lendemain, si, elle est arrivée, elle nous a emmenés, elle nous a fait tout ce trajet-là pour aller à North Bay. Comme ça, de la générosité gratuite. Une dame très connectée, une dame de culture indigène, très très belle personne. Voilà, le couchsurfing chez les gens. Donc souvent, on va faire à manger. Donc il faut savoir que en Amérique du Nord, il ne faut pas faire grand-chose pour impressionner en cuisine. Une vinaigrette, oh my god, amazing vinaigrette, wonderful. I'm kidding. Le manger, c'est surtout Anne-Laure. Moi, c'est juste gâteau au chocolat crêpe, mais le reste, c'est plus Anne-Laure, la spécialité du manger. Voilà. Hop là. Là, on traverse la partie la plus complexe de la traversée du Canada, où en fait, là, tout là, il n'y a rien. Et c'est plus de 700 km de trajet, donc il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour que ça marche. Donc c'est le seul endroit où on a mis 2 jours. Donc le premier jour, on a attendu, eu très froid. Toutes les heures, on avait les doigts de pied et les mains gelés. Donc on devait se mettre à l'intérieur de la station-service pour se réchauffer. Et donc on est resté une nuit, et puis le lendemain, ça a marché. Et c'est là qu'on a fait notre première traversée en big truck. Voilà, où on a pu faire la sieste derrière, voilà. Hop là, pour ensuite aller vers Kenora. Mais en fait, à partir de là, il y a eu une tempête de neige. Mais il se trouve qu'on était avec des gens très très sympas qui nous ont accueillis chez eux en mode ultra confort. Donc ils ont pris nos affaires et ils nous ont prêté pyjama super size en mode manger bien, soirée cinéma, ultra grand écran, voilà. Et après, à la moitié du Canada, on a eu un ultra bon plan. Donc je vous ai expliqué, le Canada c'est très large, ça fait plus de 6000 km. Il y a des gens qui vont déménager d'un bout à l'autre, mais ils vont pas vouloir faire tout le trajet en voiture, c'est très long. Donc ils vont chercher des moyens pour déplacer leur voiture. En général, ça va être des voyageurs. Donc sur ce site internet là, ils cherchent des gens qui veulent déplacer leur voiture et ils trouvent des voyageurs. Et donc nous, on a trouvé ce bon plan. Au début, on s'est dit, voilà, faut peut-être pas trop s'exciter. Mais une fois arrivé à Winnipeg, qui est à la moitié du Canada, dans le Manitoba, on a eu cette voiture pour traverser 2800 km. Voilà, donc en 6 jours. Donc c'était beaucoup de route avec une petite voiture. Mais ça nous a permis de traverser cette route-là, entre Jasper et Banff. Voilà, avec la petite voiturette sans pneus de neige et sans chaîne. Voilà, il faisait très froid, ouais. Et donc cette partie-là, Jasper et Banff, qui est la route la plus scénique du Canada, très très beau, c'est comme ça. Donc ça va être 3h30 de route où c'est que des paysages fous, complètement fous. Et surtout, en fait, en hiver, l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand monde, alors qu'en fait, en été, il y a beaucoup de monde. Donc on a eu beaucoup de chance et on n'a même pas eu d'accident. Un peu de glissade, mais ça allait. Voilà, la petite voiture très très froide, les lacs gelés, très jolis, des autostoppeurs, ouais. Donc on a croisé des autostoppeurs, donc obligé, on s'arrête, waouh, autostoppeurs, qui eux allaient faire du snowboard. Voilà. Ok, et donc là, traversée pour arriver sur l'île de Vancouver, où là on change totalement de paysage. Donc à l'est du Canada, l'est comme ça plutôt, l'est du Canada c'est plus très froid, et l'ouest c'est plus vert, doux. Et donc très très humide. Ça c'est l'île de Vancouver. Donc on est arrivé à Victoria, on a fait le reste en stop pour arriver à Tofino, qui est un spot incroyable où il y a donc ces forêts pluviales et aussi très connu pour le surf en eau froide. Donc on a expérimenté le surf en eau froide. 8 degrés. Donc combi intégrale, très épaisse. Et au bout de 4 heures, on sent plus et voilà. Ça c'était la vue depuis chez notre couchsurfer. Et donc on a eu la chance de voir des orques qui passaient. Donc c'est aussi un des lieux où il y a énormément de mammifères marins. Donc baleines, orques, la totale, du poisson, des aigles, c'est avec une nature luxuriante. Bon, ça c'est le genre de forêt pluviale, où c'est très très vert, des gros arbres. On a une grosse connexion avec ces arbres depuis Ottawa. En fait, on a vu un documentaire de la BBC sur ces grands arbres. On s'est dit, ce serait bien si on peut les voir. Et du coup, on les a vus. Des cèdres géants, très très beaux bouts de bois, incroyables. Tac. Ça, c'est la plage du Tofino que vous pouvez voir exposée derrière, là-bas. Hop, la numéro 9.
Et après, on a eu un plan où on a été donné un coup de main à une dame pour monter des spectacles de Noël en français. Donc dans la Colombie-Britannique, c'est un état où ça parle anglais, mais le français c'est sa deuxième langue. Et donc elle nous a payé, elle lui donne un coup de main, monter le matériel. Donc voilà, petit bon plan. Hop là, on change de pays. On m'a dit de faire des pauses, parce que sinon ça va trop vite. Donc là, on a passé 3 mois de voyage, et on attaque les États-Unis. Alors, bon, voilà. Là, on a fait presque 1 mois et des poussières, confort. Donc un petit peu repos, moins le rythme à fond, bouger, bouger, bouger. Donc là, c'est un peu la deuxième famille dans le nord des États-Unis qui nous a accueillis. Donc notre maman et notre papa et nos frères et sœurs des États-Unis. On a gardé leur maison pendant presque 1 mois. Ils sont partis aux États-Unis, non, en Amérique du Sud. Donc on a gardé les chevaux, les chats, les chiens, la maison, etc. On avait leur voiture électrique sur Portland. Donc voilà, on a passé pas mal de temps là-bas, pour ensuite, voilà, du bon temps, la cascade de Yosemite, qui est la plus haute cascade de l'Amérique du Nord, hop, la photo numéro 8 qui est exposée là-bas, et donc après on a repris l'autostop sur la 101, la route côtière de la côte ouest des États-Unis, yes, Eugene, on n'est pas passé par Eugene, non, mais, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, on est parti en autostop, reprise du parcours, pour aller faire tout ça. Voilà, là on est allé faire du woofing. Alors le woofing, c'est du volontariat dans des fermes bio. Donc WOOF, c'est WWF, Worldwide Organization of Organic Farming. Voilà, ou l'idée. Donc là, c'était le premier jour où on est arrivé, on a dormi dans ce bout de caravane ici, et le lendemain, attention, pan, la neige. Donc on n'a plus dormi parce que c'est pas très isolé. Donc voilà. Donc en hiver, il n'y avait pas grand chose à faire. Anne-Laure participait à la cuisine. Moi, je jouais de la guitare. Voilà. Tranquille. Voilà, je faisais de la musique, animation. Hop là. Donc voilà, on attaque le stop. Alors les gens vont dire, oui, les États-Unis, l'autostop, c'est interdit, c'est compliqué, ils sont fous, les pistolets, tout ça. Eh bien non. La côte ouest, c'est très peace and love, très cool, très très sympa. Donc les gens, ils voient un couple, ça marche très bien. Ça l'a fait pour nous, on est arrivé, hop là, mais ça c'est les Redwoods, les cousins du séquoia, qu'on trouve, est-ce que j'explique, qu'on trouve sur la partie nord de la Californie, sur la côte, donc on les appelle les Coastal Redwoods, parce qu'ils sont sur la côte, et en fait, eux, ils vont être très grands, parce qu'ils vont attraper l'eau qui se trouve dans la brume qu'il y a du fait qu'ils se soient sur le bord de la mer. Donc il y a vraiment une autre vie là-haut dans la canopée, complètement indépendant de ce qui se passe au sol, et ils sont très 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 hauts. C'est les plus hauts au monde. Donc vraiment, voilà, très très haut. Ils touchent le ciel, c'est incroyable. Des beaux couchsurfers, des petits chiens, de l'amour, voilà. Encore des beaux couchsurfers. Donc là, c'est les gens qui, avec qui, donc le couchsurfing, on va vraiment créer des relations avec les gens. Et ces gens, c'est des gens qui sont venus 2 fois nous rendre visite à New York. Donc là, on a fait vraiment les autres 3 étoiles parce qu'on a beaucoup surfé les canapés. Donc le peu de fois on peut accueillir, vraiment, on se donne à fond. Donc on les a accueillis 2 fois, donc le bon manger français, le boire, le marais Poitevin, je suis guide d'atelier, donc j'en mets la totale, le feu sur l'eau, La Rochelle, etc. Et à San Francisco, il y a les bureaux de couchsurfing. Ça, je vais pas arrêter d'en parler parce que c'est très important. En fait, il y a eu un moment où on parlait du couchsurfing, oui, c'est devenu privé, c'est plus top, etc. Et moi, je me suis dit, en général, dans ces voyages, je n'ai pas trop écouté les gens ce qu'on dit, mais plutôt voir de mes propres yeux. Donc, je me suis dit, on va voir si c'est possible d'aller les voir. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé une adresse. Donc, on a fouillé, on est arrivé là-bas, et là, toc, 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 la présidente de Couchsurfing nous ouvre la porte, les bras grands ouverts. Hello, Couchsurfers, come on in, have some food. Ils étaient en train de manger, ils nous invitent à manger, à boire. Donc on se retrouve dans ces bureaux, très bonne ambiance, en mode start-up des États-Unis. Donc des gens très sympas qui se battent vraiment pour faire en sorte que cet outil fonctionne et que la communauté de couchsurfing puisse fonctionner grâce à cet outil. Et vraiment constamment, ils reçoivent des messages de remerciements parce que ça permet énormément de choses sur réseau. Voilà. Sur le chemin de retour vers notre couchsurfer,
moi, avec mon œil de photographe, on passe sur un pont comme ça et je vois ça. Donc ça, on ne voit pas ça avec notre œil. Ça, c'est des voitures qui passent, c'est une longue exposition. Et là, il y a un beau sourire qui se lève sur, comme ça. Je suis très content, je passe et je me dis, oula, il y a photo. On appelle un peu ça des photos trophées en général. On va dans un coin et puis là, boum, pure photo. Donc je suis allé chez mon couchsurfer, retourner sur le pont, me prépare tranquillement. Et là, je fais une photo, 8 secondes, et là, boum, il y a ça qui sort derrière l'écran. Photographe heureux. Voilà, c'est la photo qui est exposée par là-bas. Donc voilà, le peu de fois où on trouve des produits français, on partage. Donc un peu de vin français, hop là, un t-shirt Couchsurfing au passage, donc un couchsurfer heureux, un Irlandais à San Francisco. Et donc là, du coup, nous sommes en train de prendre l'apéro et de planifier notre voyage des parcs nationaux des États-Unis. Donc, il ne restait plus beaucoup de temps. On avait un petit peu trop traîné aux États-Unis. Mais j'ai vu qu'il y avait ces parcs nationaux. Et les parcs nationaux, c'est des trucs complètement grandioses, des paysages... Et donc, du coup, on s'est dit, il faut le faire. Sauf qu'en stop, c'est compliqué. Donc, on allait louer un van et faire vraiment un trip où c'était très simple. On trace la route, on arrive dans le parc national, dodo, et le lendemain matin, on ouvre le van, rando toute la journée, rando, 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 et le soir, on recommence comme ça tous les jours. Alors, voilà le plan. Donc, parti de San Francisco pour aller Death Valley, Zion, Giant Sequoia, Yosemite et Big Sur. Donc, 5 parcs nationaux. Donc, beaucoup de routes. Hein. Là, ça dit 29 heures de route. Hein. Voilà, donc beaucoup de routes. Hop, voilà notre camion. Donc une belle déco en plus. Voilà. Donc là c'est la vallée de la mort. Donc l'endroit en termes de géologie un peu le plus fou du monde. L'endroit le plus chaud aussi de la planète. Donc là on était en février mais il faisait presque 40 degrés. Voilà. Hop là, ça c'est une des photos qui est par là-bas aussi. Donc paysage fou. Et c'est un mélange de désert, de montagnes, de canyons, des trucs comme ça. Des lieux où il y a des rochers qui se déplacent tout seuls, des choses comme ça. Très intéressant. La photo numéro 6. Et là, le parc de Zion. Donc on a crapahuté ça. Au début, je suis parti seul parce qu'Anne-Laure a eu un petit peu peur. Je suis redescendu. Anne-Laure m'a dit « Ah, ben, j'ai vu des filles qui l'ont fait, moi je vais peut-être le faire. » Et donc, bon, on est arrivé tout en haut. Ce genre de paysage où ça... Ouh. Et donc, du coup, tout ce sentier, c'était un Angel's Landing, ça s'appelait. C'était un sentier vraiment très étroit et très abrupt. Voilà. Hop là. Le Général Sherman, le plus gros arbre du monde. Un truc énorme. 30 mètres de diamètre pour 90 mètres de hauteur. Un truc complètement fou. On lui a fait un câlin. Oui. Et donc la photo est par là-bas. Hop là, numéro 4. Donc là, on voit un petit peu, vous voyez, le petit Rikiki là, ça c'est un adulte de grande taille. Et ça c'est l'arbre. Donc adulte de grande taille, ça c'est l'arbre. Hop là, on zoome. Voilà, et voilà. Donc on est des Rikiki à côté de ce monument de la planète. Voilà, c'était quelque chose d'assez incroyable. Hop là, la vallée de Yosemite, le paradis du plein air, où c'est rando, 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 et aussi l'endroit qui a révolutionné l'escalade dans le monde. Donc c'est là où il y a les plus gros murs de granit, où ils vont escalader ça pendant plusieurs jours. Et donc ils ont vraiment révolutionné toutes les techniques, le matériel d'escalade, etc. Et donc, cette cascade de Yosemite qui est là-bas, en photo aussi, la photo numéro 3. Hop là. Et donc, sur la côte de Big Sur, nous avons emmené ces 2 magnifiques autostoppeurs. Là aussi, c'était une très belle histoire. C'était 2 jeunes qui étaient en fait victimes de la crise bancaire et du bâtiment aux États-Unis. Donc leurs parents, en fait, quand ils avaient autour de 15 ans, n'avaient plus assez d'argent pour les nourrir. Donc ils sont partis vivre seuls dans la nature. Donc complètement dans la nature, à vivre des choses pas croyables. Et donc on allait s'arrêter, faire une petite rando. Et je vois ces 2 gars qui se posent. Je leur dis, vous faites quoi? Vous attendez quelqu'un? Vous allez faire du stop? Ils vont faire du stop. Bon, ok, on vous emmène. Je vais juste prendre quelques photos. Et donc voilà, c'était des histoires qu'ils nous ont racontées pendant qu'on traçait la route dans ces paysages côtiers comme ça. Voilà, donc des petits frissons tout le temps, avec de la belle musique qu'on écoutait tranquillement. Hop là, photo numéro 5. Ah,
on change de pays. Ça dépose. Donc là, on a passé encore 3 mois aux États-Unis. Voilà. Et donc pour le Mexique, on n'a pas fait en stop parce qu'on nous a dit la frontière c'est compliqué, c'est dangereux, etc. Mais les avions c'était vraiment pas cher, San Francisco-Mexico, donc pour une centaine d'euros on est arrivé à Mexico. Hop là. Où du coup on a rencontré le docteur Elena Alvarez-Bouya, qui est un docteur qu'on voit dans le film Le Monsanto de Marie-Monique Robin, où il y a une partie où ils expliquent qu'au Mexique, c'est là qu'il y a les maïs pas transgéniques, qui sont très très vieux depuis des millénaires, il y a ces espèces, mais ces espèces se font contaminer par les espèces Monsanto, tout simplement par le vent. Et donc on voit cette docteure qui explique comment ça se transforme. Et donc c'était un film qui a été réalisé à l'époque, il y avait 7 ans, donc je me suis dit, elle est en université, il y a peut-être moyen de choper un email, et hop, j'ai chopé un email. Envoyez le courrier, on a une réponse secrétaire, vous avez rendez-vous dans une semaine. Et donc on a pu interviewer une femme scientifique très très intéressante. C'était un peu une leçon quand même, parce que quand on interviewe un scientifique, il faut vraiment cibler les questions. Parce que là, elle partait dans des trucs... donc quand on suivait, ça allait, mais sinon... un peu compliqué. Donc un aspect, vraiment chercher de l'information, pas croire à la propagande de masse, essayer de ne pas manger de malbouffe, les fast-food, éviter les produits transformés, lire ce qu'il y a sur les étiquettes, éviter l'huile de palme, maïs, soja, OGM, et consommer de saison et local, des choses un peu de base, mais qu'il faut un petit peu rappeler. Et donc elle expliquait aussi un peu l'aspect, l'influence des grosses entreprises sur les scientifiques. Parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur croûte. Et donc souvent ils vont vers là, donc c'est un peu compliqué souvent les avis entre différents scientifiques, quoi. Et elle par contre, elle est à fond, engagée, pas les OGM et tout. Voilà, à partir de là, on est à Mexico et on rencontre une fille de Couchsurfing qui nous dit venez à Orizaba. Et donc moi je regarde ce qu'il y a à faire au Mexique et on me parle de ce machin-là. Ce machin-là, c'est le Pico de Orizaba. Donc je vois Pico de Orizaba, aventure authentique, 5000 mètres, 5700 mètres. Je fais, waouh, c'est bon, j'avais l'idée en tête, j'y vais. Mais ça, c'était avant de réfléchir à qu'est-ce que c'est que de grimper 5700 mètres. 5700 mètres, c'est très 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 haut. Donc il faut s'entraîner plusieurs mois, il faut du matériel. Je n'étais pas entraîné, je n'avais pas de matériel, j'étais seul. Mais j'avais l'idée en tête, donc j'ai gardé l'idée de le faire tout de même. Voilà, donc j'ai marché depuis ce point-là, jusque tout là-haut dans les nuages. Voilà, avec autour de 25 kilos sur le dos. Donc, normalement, les gens font ça en 4x4, arriver au refuge. Sauf que moi, je me suis dit, ah bah tiens, je suis pas un touriste, et puis ça va me chauffer un peu de le faire, à pied. Sauf que là, j'ai vraiment souffert. Parce que montée, chaleur, poussière dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche... Voilà, boire de l'eau, très compliqué. Et puis j'avais pas grand chose pour m'orienter, juste une carte et une boussole. Je me disais, oh, le géant c'est par là-bas, donc je vais par là-bas, mais des fois c'était forêt, donc je voyais pas. Donc c'était un petit peu l'instinct, je vais par là. Et après il faisait nuit, il faisait froid, j'étais en short avec juste un pull, très très froid, et là j'étais vraiment rincé, vide. J'avais plus du tout d'énergie, du tout. Sauf que je pouvais pas dormir dehors, parce qu'il faisait vraiment très froid. Donc c'était un peu les nerfs qui m'ont poussé à avancer, parce qu'il fallait que je trouve ce refuge. Donc je marchais 5-10 mètres et j'étais déjà exténué, il fallait que je me pose. Bon. Et là, je repars, comme ça, on recommence. Et au bout d'un moment, je vois une petite lumière au loin, je me dis « Oh, c'est bon, j'arrive au refuge, je chiale, je suis content, c'est bon. » Je me dis « Ils vont m'aider et tout. » Je fais SOS avec la lumière, SOS avec le sifflet. Bon, ils viennent pas. Ah bon. Alors je trouve l'énergie pour arriver jusqu'au refuge. J'arrive au refuge avec une tête toute cassée, toute vraiment, ça allait pas du tout. Et là il y avait 5 guides qui m'ont regardé, qui m'ont dit « Hey, loco !» Et bref, eux se faisaient du thé, tranquille, ils m'ont pas proposé. Il y avait là un alpiniste allemand, businessman, qui... moi j'avais rien, j'avais carton comme matelas, couverture de survie et rien d'autre. Et j'avais mal d'altitude, j'avais pas envie de manger. Je devais envoyer un message à Anna pour lui dire que ça allait, sauf que bien sûr, pas de réseau. Je me suis dit, oulala, elle a flippé Anna.
Et donc du coup, je passe une nuit horrible, pendant que l'Allemand, lui, fait la montée, aller-retour facile. Ah, facile, sehr gut. Je sors dehors quand même, j'étais encore vivant, mais je me disais, oulala, c'est mort, je vais pas monter, j'espère pouvoir trouver quelqu'un qui va pouvoir me redescendre, j'ai même pas l'énergie de redescendre. Sauf que je rencontre un Québécois qui m'explique en fait, eux, avec sa copine, ils avaient campé à 5000 mètres, elle avait eu mal de mer, donc ils ont mal d'altitude, pardon, pas le mal de mer. Ils sont descendus vers le refuge, elle voulait redescendre et lui voulait remonter. Et il me dit, tu veux-tu grimper? Et donc là, j'ai une petite voix derrière qui me fait oui, 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 oui. Et donc, j'accepte la proposition, sa copine me prête son duvet, son matelas de camping, chouette. Sieste, manger, dormir, à 2h du mat, on part pour grimper. Voilà. Grimper longtemps, dans le noir, les frontales, tatitata. On arrive en bas du glacier, on chausse les crampons, le piolet, et puis là c'est en zigzag. À partir de la moitié du glacier, lever de soleil et vomi. L'altitude, ça me brasse un peu, petit vomi, mais on continue, tout va bien. Et là, on arrive, bam, au cratère. Un monstre géant, énorme, un gros truc. Je vomis. Et là, on sent vraiment, il n'y a pas de vie, c'est un endroit hostile, c'est des pics. Là, la photo représente mal, en fait, ce que c'est que ce machin. C'est compliqué. Donc, on sent qu'il n'y a pas de vie, on ne va pas rester là. Donc, hop, petite photo là-haut dans les nuages. Et en fait, il faut savoir que la différence avec les pics d'altitude qu'on va trouver en général dans la chaîne de montagne, c'est que c'est des chaînes de montagne. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien autour. On est vraiment en haut à 5700, et autour, il n'y a rien. Rien du tout. Donc tout est petit. Et donc, la montée, c'est une chose, mais le plus dur, c'est la descente. C'est ça le plus dur, parce que les jambes sont fatiguées. Alors après, la partie glacier, ça va, c'est fun, ça glisse, mais après, il y avait une partie labyrinthe, donc des rochers dans lesquels il y avait la neige qui fondait, donc c'est là que souvent il y a des accidents. Il y a des morts tous les ans. Voilà. Nous, on n'avait aucun système de sécurité, on n'avait pas d'équipe devant, pas d'équipe derrière, donc s'il y avait un problème, on était vraiment, voilà, dans beau drap, pour parler gentiment. Mais rien n'est arrivé, et là, le plus fort, c'est l'arrivée. L'arrivée, donc, quand on arrive au refuge et là on se prend dans les bras, on est content, on chiale parce qu'on a fait un truc complètement dingue et on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas été deux. Voilà, ensuite j'ai mon premier sponsor, Luna, les sandales qu'on voit là-bas, je les ai montrées, qui en fait, à partir de mon tour d'Europe, j'ai découvert la course à pied en voyage, qui est toute une discipline parce qu'on ne sait pas où on part et c'est souvent vraiment l'aventure. On part et puis hop là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on ne sait pas où on va. Donc j'aime beaucoup ça et donc en voyage, on voyage léger. Ça c'est mon sac à dos ici, 50 litres, pas plus. Donc l'idée c'est vraiment de minimiser un maximum, donc même des chaussures de course à pied c'est trop d'espace, c'est trop lourd. Donc je cherchais vraiment une option très légère, donc des sandales qui vont prendre la forme de mon pied, et c'est de la course barefoot, on appelle ça, qui est vraiment une discipline beaucoup plus légère, où on est un peu comme si on dansait parce qu'on va courir sur l'avant du pied et ça fait beaucoup moins mal aux genoux. C'est des sandales qui sont inspirées des Tarahumara, une tribu indigène du Mexique qui vit dans les montagnes et qui se déplace seulement à pied. Donc c'est pour marcher, courir, toutes sortes d'aventures. Hop là. Et donc à partir de là, Anne-Laure est partie faire un petit trip avec une amie en mode playa, d'autres pieds en éventail. Moi je me suis dit, c'est pas trop mon truc ça. Et donc je me suis rendu dans le Guanajuato pour aller entendre parler d'une chose, un endroit magique, l'endroit le plus fort en énergie du Mexique, Real de 14, où en fait tous les indigènes Huichol vont faire leur rituel et donc leur pèlerinage donc dans cet endroit qui est très très fort en énergie et qui est entouré d'un désert dans lequel on trouve une plante magique qui s'appelle le peyote. Voilà, ça c'est le désert. Hop, et ça c'est le peyote. Donc le peyote, c'est une plante qui est le top du top en termes d'introspection, c'est-à-dire de la méditation très profonde. On va être vraiment très sensible et on va pouvoir vraiment se poser des questions et fouiller à l'intérieur de soi et être vraiment en connexion avec les gens.
mais c'est quelque chose de très particulier. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. En général, il faut faire ça accompagné au début. Mais c'est compliqué de trouver ça comme plan. Alors moi, bien sûr, je ne sais plus, ah si on voit là le trajet, 448 km, bien sûr, je les ai fait en stop. Et en plus de ça, j'avais, je crois, 20 € en poche. Donc vraiment pas grand chose, et puis là-bas il n'y avait pas de réseau, pas de banque, quoi que ce soit. Donc un défi par-dessus le défi. Et c'est aussi toute une histoire, ce trajet en stop. Donc premier camionneur qui s'arrête, très sympa, une réelle connexion. J'étais pas bon en espagnol à l'époque, mais on arrivait à communiquer parce qu'il était intéressé. Donc on communiquait, une réelle confiance qui se créait. Voilà, il me dépose. Deuxième camion, donc là j'étais en bord d'une autoroute, ça roule à 90, il y a un gros camion qui s'arrête. Le camion s'arrête, hop, je cours, j'arrive, là un gars tout bizarre qui m'accueille, bon, d'accord. Là il s'arrête, on accueille une jeune demoiselle avec ses deux petites, donc d'origine un peu indigène. Moi en tant que bon français, je suis le gentleman, je les aide à monter, voilà. Les petites choupettes elles me regardent avec des grands yeux comme ça, très sympa. Et là ensuite on accueille une deuxième dame, rien à voir. On pourrait dire dame vulgaire. Voilà, bon, gentleman tout de même, rentrez dans le camion, madame. À partir de là, le niveau du discours s'abaisse énormément. On parle un peu de géographie, oula, la France, non, l'Europe, il y a tout qui se mélange. Bref, peu de temps après, on fait descendre la jeune demoiselle et ses choupettes, et donc je me retrouve avec mon camionneur et cette dame. Par mégarde, mon regard s'oriente vers la partie là, où je remarque que son top arrive très bas, et ça ne cache plus que les tétons. Alors vite, j'écarte mon regard, mais alors que j'écarte mon regard, je croise le regard de mon chauffeur qui ne regarde plus du tout la route, il regarde la poitrine de madame, et là, hop, il lui baisse le top, il lui attrape le nichon, elle s'attrape la poitrine, et comme ça, en haut, en bas, il m'invite à en profiter, moi je dis poliment, non, gracias, ils insistent, non, gracias. Ensuite, il se moque un peu de moi, je pense, de ma pudeur, mais bon, un peu de respect. J'arrive donc là-bas, au bout d'un certain temps, un réel des 14C. Je suis entouré de plein d'enfants qui me posent des questions, tata. Et donc là, je cherchais un endroit où dormir. J'avais le choix entre deux plans. Donc soit les caballeros, ces gens, les papis mexicains au chapeau qui emmènent les touristes dans la montagne à cheval, où il y avait une belle troupe de jeunes. Je voyais qu'il y avait de l'amour, des couples, ils se faisaient des bisous. Il y avait un peu toutes sortes de couleurs de peau. C'est des artesanos, donc des gens un peu, on pourrait dire un peu roots, hippies. Et donc je vais vers ces gens et je leur dis voilà, je cherche un coin où squatter. Et ils me disent bah écoute, nous il se trouve qu'on va dans le désert avec notre ami chaman faire un rituel, si tu veux viens avec nous. Bon, là ça me tombe dessus direct, le plan de ouf que ça pouvait pas, il n'y avait aucun moyen de trouver ça, ça me tombe direct dessus et là je comprends pas. Je me retrouve dans une camionnette avec 15 personnes, donc la dame chamane, deux choupettes, un chien, une québécoise, une espagnole, un argentin et des mexicains. On arrive donc là-bas, dans le désert, où quelque part là-dedans, on se pose, et donc cette plante magique, c'est une plante sacrée. Donc déjà, c'est pas une plante qu'on va chercher, c'est elle qui va nous trouver. En fait, en fonction de l'état d'esprit dans lequel on va être, elle va apparaître ou non. Et donc, cette première plante qui va nous trouver, on ne va pas la prendre, on va lui faire des offrandes. Donc ces petites choses-là, qu'on appelle des oros de Dios, vous pouvez en voir là-bas. Ça, c'est moi qui les ai faits. J'ai ramené ça, le savoir de faire ces petits machins. Vous voyez, ces petits machins comme ça, là. C'est ce qu'on appelle les oros de Dios. C'est des offrandes qu'ils font. Donc, c'est des choses pleines d'énergie. Ils font des bracelets, des machins. Donc, voilà, merci, tout ça. Hop là, voilà la dame chamane. Donc, pour un peu résumer la soirée, comment dire, on arrive, hop, on trouve Peyoté, merci les esprits, tout ça. Et là, chacun part de son côté pour chercher du bois et aller à l'encontre de Peyoté. Moi, je me dis, ouais, je vais chercher du bois, j'aime bien ça, couper du bois, ouais. Sauf qu'il va faire nuit, j'ai juste une frontale et une boussole. Je me dis, oh, le désert, c'est bon, je m'oriente, je regarde la montagne, elle est là, on est là, bon, facile. Sauf qu'en fait, je me suis complètement paumé. Pendant 2 heures, j'étais
complètement perdu dans le noir, sauf que là, c'était vraiment un défi du désert, car c'est hostile le désert, c'est pas la fête là-bas, on n'est pas fait pour aller là-bas. Et donc je portais mes super sandales d'aventure, et dans le désert, il y a plein de trucs qui piquent. Donc je me suis fait piquer en tout genre, il y a les pics classiques, qui piquent aïe aïe aïe, il y a les gros pics qui traversent la sandale et vont se planter dans le fond du pied, aïe encore plus, et les pics en boule qui piquent encore plus et qu'on ne peut pas enlever avec les mains parce que ça pique, donc avec des cailloux et ça raque, ça fait mal. Voilà, au bout de 2 heures que j'ai crié, que j'ai encadrillé un peu tout le désert, vraiment j'ai été piqué, j'ai trouvé un peu de bois quand même, pas beaucoup. Je vois une lumière au loin, j'y vais tout droit, je fonce, je les trouve et eux, ils n'avaient même pas vu que j'étais perdu. Sympa les gars. Et donc là, direct, on enchaîne sur le rituel de peyoté, où en fait, on va passer la nuit à la Belle Étoile, à échanger et communiquer, et donc manger ce peyoté. Donc, Totoloba, nos amis. Et donc, moi, ça m'a beaucoup... Donc déjà, on va manger, c'est une plante qui va nous vider les mauvaises choses qu'on a en soi, et qui va nous rendre très sensibles, et pour chaque personne, ça va être une expérience différente. Et donc, tout le monde un petit peu va partager des choses très intimes. Moi ça m'a beaucoup touché parce que ces gens ne me connaissaient pas du tout et ils m'ont quand même partagé tout le monde a chialé, j'ai moi aussi chialé parce que je pensais à des choses très, très personnelles, très intimes, et puis j'étais aussi très bouleversé de ça, et puis j'étais aussi un peu frustré du fait que je ne pouvais pas vraiment m'exprimer parce que j'avais pas encore le niveau d'espagnol pour m'exprimer, mais je pouvais plus ou moins comprendre ce qui se passait. Donc voilà, pour résumer un peu pour moi la leçon de cette expérience de rituel, c'était beaucoup sur l'aspect relation. L'aspect, comment dire, l'importance des gens qu'on a autour de nous, leur dire à quel point ils sont importants pour nous. Parce que on a tous un peu une vie qui est très éphémère et du jour au lendemain, on peut disparaître et on se dit « Ah, mais j'ai pas dit à quel point ces gens sont importants pour moi. » Donc voilà, ça c'était un petit peu ma leçon. Alors, la dame chamane, mes amis artesanos, là c'est le coin où on a fait le rituel, l'amour. Le genre de bricoles qu'ils font. Voilà, hop. Donc les couchers de soleil dans le désert. Voilà. Ça, c'est le Quemado, c'est l'endroit où ils font leurs offrandes en haut de la montagne. Et donc là, c'était le 2e jour, je suis parti un petit peu crapahuter, un mélange, donc course à pied légère, sandales, où je cours, je marche, je prends des photos, je prends mon temps. Pas de rock'n'roll, juste connexion avec la nature. Donc les sandales, ça y va, on court léger, et ça marche très bien. Hop là, ça c'est le village de Real de Cotorce, donc qui est un village minier. Voilà, le cimetière, l'ambiance dans le village, je sais pas pourquoi, il y avait la fête, je prends les photos, il y a papier et tout, hop. Les petites rues dans le village, coucher de soleil magnifique, heure dorée, coucher de soleil, et le lendemain, donc c'est une chose de faire le rituel en groupe, et là donc vraiment j'étais initié à comment ça marche, comment on rencontre peyoté, comment on l'extrait. Donc pour l'extraire on prend une petite ficelle et on enlève la racine pour qu'il puisse pousser, et au milieu en fait on va retirer les graines parce qu'on va la replanter le lendemain matin. On va faire un petit trou, on dit merci, on met de l'eau, hop, et on recouvre. Donc je suis parti pour faire mon trip tout seul dans le désert, je suis descendu de la montagne et j'étais pris en stop par les policiers qui se sont arrêtés. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, ils voulaient juste m'emmener, donc je me suis retrouvé dans la camionnette, je faisais coucou aux gens, ouais, je suis avec les policiers. Donc ils m'ont déposé, je suis arrivé au village de 14C, il y a juste une gare, et à partir de là, c'était 3 heures de marche dans le désert. Donc moi, je venais de tout là-bas, et donc je suis arrivé de tout là. Au bout de 3 heures que j'ai marché dans le désert, je me suis dit, bon ben là, je dois être à peu près là où il faut, où je pourrais sûrement rencontrer peyoté. Et donc à partir de là, je cherchais juste, il y avait beaucoup de vent. Ça m'a fait perdre mon chapeau d'aventure. J'ai failli perdre d'ailleurs mon pils de Motorhead. Voilà, donc heureusement je l'ai retrouvé, sinon il me serait arrivé malheur. Voilà, hop. Et donc je cherche mes cailloux, et là, badaboum, peyoté me trouve. Merci peyoté, les esprits, tout ça. J'avais pas de bricole à lui offrir, donc je lui ai offert de l'eau. Je l'ai nettoyé, je vais faire de l'eau. Et donc quand peyoté le trouve, peu de temps après, en général, on tombe sur plus de peyoté. Donc voilà, ah, alléluia, merci, etc. Donc moi j'ai pris celle-ci, je l'ai coupée en dessous, voilà. Et donc ça c'est les petites graines qu'on va ramasser et replanter le lendemain. Donc là, pareil, rituel, toute la nuit, les étoiles, une dizaine d'étoiles filantes, etc.
Voilà, pour donner une idée, ça c'est ma main, et voilà, une peyoté. Donc j'ai passé la nuit ici, donc il y avait beaucoup de vent, j'ai mis quand même la tente, mon feu, un arbre, une espèce de yucca géant. Et donc pareil, à peu près le même type de leçon sur l'aspect relationnel, l'importance, tout ça, les gens. Et après j'ai rejoint Anne-Laure à Sayulita, changement de contexte, là c'était le paradis. Ou, comment dire, enfin, ah oui, très bon plan, une couchsurfeuse qui cherche des gens qui part en fait de sa maison pendant 2 mois et demi, 3 mois, et qui cherche des gens pour garder sa maison et son chat. Dans un petit village paradisiaque, vous voyez ici, ça c'est la plage, la jungle, petit village. Donc petit paradis où influence culture indigène Huichol, donc très colorée, très roots, influence aussi des États-Unis, puis très zen. Donc la vie là-bas c'était voilà, très simple. Je suis arrivé là-bas, c'était un spot de surf mondialement connu. Donc j'ai loué une board et au bout d'une semaine, accro au surf, j'ai découvert un élément, l'océan, la puissance de ce truc, l'aspect attraper les vagues, et vraiment je ne m'en lassais pas du tout. Et donc j'ai fait du surf quasiment tous les jours. Quand j'allais pas surfer, j'allais courir dans la jungle. Quand j'allais pas courir dans la jungle, j'allais prendre des photos. Donc je choisissais un objectif et en fonction de l'objectif, j'allais fouiller différemment dans le village, aller rencontrer des gens. Hop! Ah, voilà, l'ambiance peace and love. Donc là-bas, c'est vie, il fait toujours beau, les gens sont toujours souriants, c'est short de bain bikini, noix de coco, mangue, banane, avocat. Vie très simple, c'était des mélanges le matin dans le blender, plein d'énergie, on va dans la nature. Hop là, petite ambiance, le chien qui attend son maître qui surfe. Ah, ça c'est moi qui cours là, à la plage abandonnée où j'emmenais les gens en général, avec un petit spot de surf là, la jungle, où j'allais courir là-dedans, trapahuter. Et cette photo. Alors dans mes aventures où je me promenais dans la jungle, j'ai vu cette espèce d'échafaudage de 4 étages, j'ai vu qu'est-ce que c'est que ces machins là. Et là, quand on est en haut, en fait, on avait vraiment une vue au-dessus de la jungle et de l'autre côté la plage. Donc j'aimais bien faire un petit détour par là et puis emmener les gens là-bas. Les choupettes. Alors là, il y a une jolie histoire derrière cette photo. Donc là, j'étais avec mon 58 mm Helios, un vieux machin, où je cherche des photos en général avec de l'âme. Et je vois ces filles qui jouent, je les prends en photo, puis j'en fais hop, grupo, por favor. Et là, je prends la photo, je les remercie, hop, je file mon chemin. Et c'est que 2 ou 3 jours après que j'importe mes photos à l'ordinateur. Et là, je vois cette photo. Et là, je zoome et je vois, waouh, les souris, oh, j'étais fou. Très content de voir qu'elle m'avait offert ce très beau sourire naturel, juste généreux, tiens, un sourire cadeau. Et derrière ça, en fait, elle a eu beaucoup de likes sur la page Flickr, donc Travel and Roll, la page. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de les retrouver et leur offrir une impression de la photo, un cadeau. Donc j'ai retrouvé une des petites choupettes et j'ai retrouvé les autres qui étaient à une fête de village. Et elles étaient toutes intimidées, j'avais oublié en fait qu'elles étaient vraiment toutes petites, hein, les filles. Et très intimidées, elles pensaient qu'il fallait, les parents demandaient combien ça coûte. Et j'ai dit, c'est cadeau, c'est un plaisir. Donc voilà, pieds nus, la cocotonne, la petite chienne qui nous accompagnait, qui était la chienne de notre voisin, adorable, qui nous adorait, qu'on adorait, voilà. Un cocotonne. C'était un petit amour qui nous faisait toujours des bisous et qu'on promenait, qui courait après les crabes et qui... Hop là, changement de truc. Donc là, on est allé dans un coin où, faut savoir, sur la côte Pacifique, il y a beaucoup de tortues. La reproduction des tortues, c'est très compliqué. Il y en a en général, sur 100 tortues, il n'y en a qu'une qui va survivre. Et en plus de ça, il y a des gens qui vont prendre les œufs pour les vendre, les manger, etc. C'est pas cool. Donc on est dans un coin où, à côté de ça, il y avait une lagune où il y avait des gros crocos. Donc ça, c'était pris à peu près à 5 mètres de loin avec un 135 mm. Donc j'étais vraiment hop là, par terre comme ça, pour la photo. Et voilà, pour vous donner une idée, ça c'est Anne-Laure. Un beau bébé. Alors il a la gueule ouverte, mais c'est pas parce qu'il est agressif, c'est juste parce qu'il a chaud. Donc il ouvre la gueule pour se refroidir. Voilà. Donc là, on a eu l'expérience, donc on doit faire des rôdes pendant la nuit pour voir si les tortues vont pondre. Et donc là, quand on les trouve, on se cache, je suis discret. Et
là, on va ramasser les œufs pour les mettre dans un coin où ils sont en sécurité. Et peu de temps après, on a fait l'expérience donc de relâcher les bébés tortues à l'heure du coucher de soleil, comme ça ils voient la lumière, ils vont tout droit, hop, et puis en plus c'est l'heure où il n'y a pas trop d'oiseaux, donc ça facilite un peu leur chance de survivre. Voilà, à partir de là, on a été sponsorisé par une marque, une autre marque. En fait, l'idée de ces sponsoring, c'est juste, on prend des photos, qu'on publie sur Facebook, on met la marque, et puis voilà, ils nous prêtent des trucs. Donc, ambiance, voilà, surf, bronzé, bikini et compagnie. Et là, les Mexicanos, les vieux pépés, qui étaient dans leur parc, je les ai vus, je me suis dit, oula, il y a photo. Et donc, arrivé, déclenché. Une photo vraiment un peu intemporelle où chacun des bonhommes a une expression unique. Voilà, j'aime beaucoup cette photo. Hop là, la photo numéro 2 qu'on voit quelque part par là-bas. Hop là. Donc là, on a fait un peu, après tout un trip que je vais un peu zapper pour arriver à Utila, qui est un des 2 endroits dans le monde où ça coûte pas très cher de faire de la plongée, donc avec la Thaïlande. Donc on a découvert Underworld, les petits poissons et les coraux. Hop. Et après, on a rencontré un capitaine français qui nous a proposé d'aller naviguer dans une petite île voisine. Nous, à la base, en fait, on voulait vraiment descendre jusqu'à l'Amérique du Sud et peut-être faire du bateau stop, parce que ça existe aussi, le bateau stop, avec un site internet qui s'appelle Latitude 38. On peut trouver des gens qui cherchent du personnel pour donner le coup de main sur le bateau, et donc on peut faire des traversées gratuites des océans comme ça. Donc on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être un peu qu'on apprenne à naviguer. Donc on est parti sur cette île, départ impeccable, pas de vent, au moteur, grand soleil, mais Anne-Laure avait déjà un peu le mal de mer. Le lendemain, un peu plus de houle, des vagues, Anne-Laure ne sentait vraiment pas bien. Je vois un gars qui passe avec sa pirogue, Hola amigo, ven por aquí. Et donc il l'emmène dans la pirogue pour aller sur la petite île. Moi je les suis à la nage. Au bout de 2-3 heures, le temps se dégrade. De la pluie, plus de vagues, du vent. On va à côté dans une espèce d'auberge pour gringos, Nico Resort. Donc les gringos, c'est les États-Uniens au porte-monnaie assez plus lourd que le nôtre en général. Et donc on se renseigne pour savoir à peu près le prix de la nuit. Ça a coûté $150. Alors que nous, on n'avait même pas l'habitude de dépenser quoi que ce soit en hébergement. Mais là, Anne-Laure, son instinct a très bien parlé. Elle a dit, moi c'est mort, je ne pourrais pas dormir sur le bateau, on va payer les $150. Bon. Par contre, il fallait aller au moins sur le bateau, récupérer quelques bricoles. On trouve un gars qui nous propose, je regarde un peu l'heure, je commence à être juste, qui nous propose dans sa pirogue, aller au bateau, tata, on récupère juste carte bleue, passeport, lentille ordinateur, les vagues dans le bateau, etc. Et là, on passe la nuit, nous, à l'abri, sauf que là, grosse tempête tropicale. Du vent, de la pluie, grosse tempête. Moi, toujours relax. Alors, pas du tout. Moi, je lui disais, le capitaine, ça va, il en a déjà vu, le bateau, il va tenir. Sauf que, non. Il n'a pas tenu du tout le bateau. Le capitaine a vécu un vrai cauchemar. La corde, le bout qui tenait à la bouée, avec la force des vagues, le poids du bateau, a cassé. Il a voulu sortir au moteur, le moteur a lâché. Il a voulu tenter avec les voiles, il était à la barre et c'est là qu'il a heurté les rochers, la barre lui a cogné les côtes, s'est fait les côtes. Il a passé toute la nuit dans la cabine à se faire brasser. Et donc il a fini son stock de rhum, hein, un vrai capitaine marin des Caraïbes. Donc le matin à 5h, le gars de l'auberge, toc, your boat is in the rocks. Alors je sors en short de bain, what? Et j'observe donc cette vue-là, du bateau écrasé là-dedans, et donc on arrive là-haut dans les rochers, et les gars de l'auberge me font, oula, c'est mort, nous on n'y va pas. Et donc moi je fais, hé capitaine. Au bout d'un moment il sort, tout nu, tout sous, je lui dis, capitaine, mets un pantalon. Voilà, il met un pantalon, je saute dans le bateau qui était de travers, il y avait encore des vagues, je l'aide à sortir, là je vais dans le bateau pour essayer de récupérer quelques bricoles. Donc encore des grosses vagues qui cognent, quand il y a une grosse vague qui arrive, je m'accroche, canaboum, I'm okay. Pour qu'ils comprennent, parce qu'en fait là-dedans il y avait ça de flotte, mélangé avec de l'essence, des bouts de bois, des pics et des machins. Moi j'étais pieds nus en short de bain à ramasser les trucs. Et donc là on a passé, je crois qu'après on voit un petit peu, voilà le genre de paysage.
je ne vous ai pas décrassé les oreilles. Donc on reste 4-5 jours coincés là-bas. Ils ont fait payer toutes les nuits. Ça nous a complètement plombé le budget et le moral. Mais on garde un peu toujours le sourire. Ils nous ont offert un t-shirt. Are You for Scuba, qui est un peu le symbole de la plongée anglophone, avec notre cher Capitaine Cousteau, donc bien sûr des Français, t-shirt Are You for Scuba. Et donc là derrière on voit le bateau qui a plus de mât, qui était vraiment écrasé. Donc nous on a quasiment tout perdu, mais lui avait vraiment tout perdu, c'était son bateau, pas d'assurance, c'était sa maison, c'était tout, il a vraiment tout perdu. Donc à partir de là, on a décidé de partir, c'est la fin du voyage. Bon. Voilà. Donc les voyages, c'est beaucoup de temps libre. Là on a passé 16 mois en tout, du temps libre où on va en fait penser à soi. Et tu prends la photo de Jojo qui boit de l'eau. Merci. Du temps libre où on va pouvoir se concentrer sur soi et faire des observations, des expériences. Donc plein de choses que je vais un petit peu vous raconter. Tac. L'aspect un petit peu déjà, le rapport à l'homme. Donc nous on était toujours avec les gens. On vit un peu dans des sociétés, chut derrière là, je parle, des sociétés où on nous dit qu'il y a des affreux partout. Eh bien c'est faux. Il y a des gens bien partout. Voilà. Donc des personnes bienveillantes plus que l'opposé. Et donc de tous ces gens qu'on voit, en fait il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Et ça c'est une évidence. Donc l'aspect, les rencontres, l'altruisme, penser au bien-être de l'autre pour son propre bien-être. L'aspect développement de soi, je parle un peu de positivisme. Nous on fait du stop, on positive, toujours tout se passe bien. Et là on va apprendre un petit peu à développer son instinct, à apprendre à avoir confiance en soi et à pouvoir donner sa confiance à l'autre. Et donc on va aussi apprendre à vraiment relativiser, avoir conscience de la chance qu'on a. Nous Français, avec notre passeport français qui nous ouvre pas mal les portes du monde, alors que beaucoup de gens n'ont pas ces chances-là, d'autres gens ont des bombes qui leur tombent sur la tête, etc. Donc nous quand même, ça va. Hein, et hop. L'aspect zone de confort. Donc la zone de confort, c'est en fait toute sa vie, on va faire des trucs qui vont être les choses qu'on connaît. Et donc on va en général rester un peu dans ces choses qu'on connaît, parce que ce qu'on ne connaît pas, ça coince un peu. Sauf que en général, c'est quand on sort de ces choses qu'on connaît qu'on va vraiment se développer et apprendre des choses nouvelles. Donc voilà un petit schéma, la routine, les habitudes. Quand on sort, c'est là vraiment qu'on va faire des rencontres, on va penser à son bien-être, trouver des solutions, etc. Après, je parle d'auto-expérimentation, c'est très simple. C'est l'idée d'être son propre sujet d'expérience en fait. On va faire l'expérience sur soi, on va tenter des choses nouvelles, tiens, ça, j'essaye ça. Et donc en général, je parle de l'idée de tenter des choses petites au début, voilà, pour se donner des défis et à partir de là, tirer des leçons. L'aspect dématérialisation. Donc quand on vit avec un sac à dos, on stocke rien du tout. Donc on va apprendre à collectionner plus des mémoires plutôt que des objets matériels. Et on va s'enrichir en fait plus de l'histoire et de la culture des autres plutôt que d'objets. Voilà, on ne fait pas la collection des trucs. Et le rapport à la nature. Donc ça c'est un petit peu un mot de Pierre Rabhi, le fait qu'on n'est pas là pour détruire la planète, mais plus pour admirer la beauté de notre planète, apprendre à observer, se déconnecter et vivre dans l'instant présent. Et donc l'aspect aussi énergie, tout est énergie, tout ce qui est vivant, c'est des énergies. Donc le côté, le positif attire le positif, c'est le fait de donner du positif aux gens. Ça va être très simple, c'est un regard, un sourire, un compliment, des mots gentils, tout simplement. Et en fait, ça va être des choses qu'on va faire sans vraiment avoir d'attente. Et on sait que quelque part, ça nous reviendra forcément. Voilà. La petite conclusion, il n'y a peut-être pas de solution à ce que le bonheur est ce qui donne du sens à sa vie. Chacun doit tâtonner pour trouver son propre chemin. Les voyages peuvent être une solution pour aller vers un bon chemin. Merci. Merci. Donc, pour terminer, je vais faire un petit exercice de partage d'énergie. C'est très simple. Aux États-Unis, ils appellent ça le high five. En France, c'est le taquement 5 sur du rock and roll. Merci tout le monde. Merci. Tout d'abord, merci à la famille. Merci aux amis. Merci. À qui d'autre? Merci à l'alternateur Matt qui est là-bas. Faites du bruit pour Matt. Wouh!
Merci à la Dynamo, les gens qui sont formidables à Niort. On a eu la chance de les rencontrer, on fait partie de ceux. C'est des gens formidables, oui. Ensuite, on dit merci à Quentin Chaillet, il est là, faites du bruit pour Quentin. C'est lui qui a fait la très belle affiche que vous avez dû voir. Allez, rock and roll. On dit merci là-bas, Polo. Amandine et Martial, ils sont derrière, ils se battent au quotidien pour faire pousser. Et ils sont dans la compassion, l'amour, ils sont là-bas. Merci à eux, avec leur âne, il est joli. Olé, les Marluna, Yogi Team, vous allez avoir des tisanes gratos. Gratos et tisanes, ils sont à Grenoble, c'est des copains. Et le couchsurfing, la communauté, toujours le couchsurfing. Merci. On attaque sur les questions. Merci. Allez, le coup de gong. J'ai un micro. Est-ce que quelqu'un veut bien distribuer le micro aux gens qui ont des questions? Ou alors je vais distribuer le micro. Qui a des questions? Levez la main. N'hésitez pas, toutes les questions. Et d'ailleurs, Anne-Laure, où es-tu Anne-Laure? Parce qu'Anne-Laure aussi, elle est là, et vous pouvez poser des questions à Anne-Laure. Anne-Laure. Ah. Faites du bruit pour Anne-Laure, s'il vous plaît. Du bruit pour Anne-Laure. Tout le monde, tout le monde. Voilà. Alors, les questions. Les questions. Faites les timides, n'hésitez pas. C'est quoi? C'est que... Trop de trucs à la fois? Ah oui, photo alors. Ah ben là, regarde. Alors, les questions, messieurs, dames. Ah, là-bas. Ah, attends, je te le passe après, Quentin. Check. Salut. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que c'est nécessaire d'avoir les cheveux longs pour voyager comme ça? Non, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est un peu la culture rock'n'roll. Ok, d'accord, donc ça m'encourage alors. Voilà, tu peux voyager, David, tu peux y aller. Avec quelqu'un? Oui, je crois, si tu peux passer le micro ici, David, s'il te plaît. Ah oui, là aussi, après, il y aura une question. N'hésitez pas, les questions pour Anne-Laure aussi. Elle est là, Anne-Laure. Alors, Quentin, oui. Moi, j'aurais aimé savoir ce qui a pu changer votre vie de manière définitive. Ah, on va laisser parler Anne-Laure, on l'a pas beaucoup entendu. Ah, je viens Savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce voyage changé le plus votre vie de manière définitive. Ce qui avait le plus marqué de manière indélébile votre existence. Merci, Quentin. Pas facile. Moi, je dirais Joker. J'appelle un ami. Joker. La question. Ah là, on n'entend pas. Une forme de respect peut-être pour toute vie sur Terre. Non, c'est bon, là, on Pas dans le micro, juste. Ah, il est où l'ingestion, bordel? Donc oui, une forme de respect, peut-être encore plus, pour toute vie sur Terre, chose que j'avais déjà un peu avant, mais ça nous apprend énormément d'humilité, toutes ces rencontres. Voilà. Au Guatemala, je me rappelle avoir vu une jeune fille de 12 ans enceinte, je sais pas, qui m'a parlé un peu de la vie à 12 ans, je sais pas, ça m'a scotché, ce genre de rencontre. Merci. C'est une question pour Anne-Laure. Moi, je voulais savoir si tu avais déjà fait du couchsurfing avant de partir avec Geoffrey faire cette espèce de ce voyage absolument incroyable. Oui, j'en avais déjà fait. Un peu, pas beaucoup, mais un peu. En fait, elle accueillait, je disais quand je l'ai rencontrée, elle accueillait un couchsurfer à Niort, et c'est là qu'elle organisait en fait cet événement couchsurfing. J'en avais fait un peu en Australie, mais pas vraiment parler de couchsurfing. Bien avant que le couchsurfing existe. Ouais.
D'autres questions? Ah, par ici. Ah oui, là, ici, une question. C'est quoi votre prochain voyage? Dans un mois, l'Inde. Oui, oui, oui. Là, ça fait 2 ans qu'on est à Niort. Et donc, 2 ans? 1 an? Bon. Bref, on part pour l'Inde. Gros défi, changement de contexte. Donc là, j'ai pas trop parlé de photos, mais je suis très photo. Et là-bas, je vais expérimenter le photojournalisme. Donc plus m'intéresser à des choses concrètes, les belles choses comme les moins belles choses qui se passent dans ce pays très fou. Voilà, donc c'est très bientôt l'Inde. Hop là, d'autres questions par ici? C'est très beau votre voyage, très positif, mais il peut aussi y avoir du négatif. Est-ce que vous avez eu des moments de doute où vous vous êtes dit j'ai envie de rentrer chez moi en France? Surtout pour toi, Anne-Laure, parce que je sais que quand on est une fille, on est un peu plus, on aime bien des fois avoir ces petits moments de confort, sa féminité, tout ça. Il y a une fois, on était au Canada, il faisait moins 42, personne ne voulait nous prendre en stop. Moi, j'avais mes hormones qui me travaillaient et j'en avais marre et je voulais voir ma mère et je pleurais. Et puis ça, les hommes, ils comprennent pas. Ouais, mais ça dure 5 minutes et puis c'est reparti. Ou une journée, mais... D'autres questions? Qui veut poser des questions? Personne? Là-bas? Non, c'est bon? Plus de questions? Derrière là-bas? Alors, comment est-ce que tu as fait pour escalader 5000 mètres, enfin 5700? C'est inhumain. C'est inhumain. Surtout sans entraînement. C'est l'aspect détermination et aussi rock and roll. J'ai des amis qui s'appellent Trépalium, qui font une musique très entraînante et en fait j'ai ça qui est derrière ma tête, qui me donne du rythme et qui m'entraîne et qui me pousse. Voilà, donc c'est un aspect détermination que j'ai et qui m'entraîne. Voilà. Donc ça ne peut pas vraiment s'expliquer, le côté physique, le dépassement, etc. C'est comme ça. Et puis, c'est comme ça. Oui, c'était assez fou. D'autres questions par ici? Déjà, bravo et merci à vous pour le témoignage ce soir. Et après, je voulais savoir quel était votre point final